Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévena et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie ? La fantaisie, pour moi, c'est quelque chose de surnaturel, mais de façon réaliste. La fantaisie ? Franchement, je me suis jamais posé la question. Alors, la fantaisie, pour moi, c'est lié à la création, à un univers un peu fantastique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde du Livre. Comme vous l'avez entendu dans le micro-trottoir réalisé juste avant, aujourd'hui, nous allons parler du genre de la fantaisie. C'est donc le deuxième épisode de la mini-série sur les genres littéraires. Donc j'en ai déjà réalisé un sur la dystopie si ça vous intéresse. Donc c'était l'épisode 2. Bon, alors tout d'abord, qu'est-ce que la fantaisie ? J'ai l'impression qu'on a tous une vague idée de ce qu'est ce genre, mais qu'on ne connaît pas réellement ses caractéristiques ou ses sous-genres. Alors, si tu veux en apprendre un peu plus sur ce genre, n'hésite pas à rester jusqu'au bout. Donc tout d'abord, la fantaisie est souvent confondue avec le fantastique, mais il y a quelques subtilités qui les différencient. En fantasy, le surnaturel est un phénomène qui est connu et reconnu par au moins une partie de la population, comme par exemple dans Harry Potter, où la magie est connue des sorciers même si elle est cachée au moldu. En fantastique, le surnaturel est un phénomène qui est inconnu et le plus souvent inquiétant. Donc le roman fantastique se déroule forcément dans notre monde. Ce genre littéraire, il va explorer des mondes imaginaires où la magie, les créatures fantastiques et les aventures épiques règnent en maître. Souvent, les romans de fantasy sont inspirés par les contes de fées, la mythologie et les légendes. En fait, la fantasy, elle va offrir une évasion dans des univers riches en imagination et en créativité. Le terme fantasy est issu de l'anglais fantasy, qui signifie littéralement imagination. Donc les origines de la fantasy remontent à des récits anciens et des mythologies dans le monde entier, mais le genre tel que nous le connaissons aujourd'hui a émergé surtout au XXe siècle, notamment grâce à des auteurs comme Tolkien ou Clive Staples Lewis. Leurs œuvres emblématiques comme Le Seigneur des Anneaux et les Chroniques de Narnia ont établi vraiment les bases de la fantaisie moderne, qui sont caractérisées par des quêtes héroïques, des mondes magiques et des batailles épiques entre le bien et le mal. Même si Tolkien est l'auteur qui a vraiment posé les bases de ce genre, on en voyait déjà les prémices avant. D'après l'article de Jacques Baudou, La fantaisie avant Tolkien, donc la fantaisie a vraiment pris naissance en Grande-Bretagne à l'époque victorienne. Beaucoup d'auteurs de la seconde moitié du XIXe siècle ont situé leurs intrigues dans des mondes imaginaires où ont eu recours au surnaturel. Et donc un des premiers est le poète écossais George MacDonald, oui, qui en 1858 a publié Fantast, A Fairy Romance for Men and Women, que Paul Di Filippo définit comme une dream romance qui voit le jeune Anados explorer dans un autre plan d'existence un bizarre pays de merveilles. Et donc selon l'auteur, un autre ouvrage justement qui pourrait être considéré comme un des pionniers de la fantasy est donc Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu les thèmes et les codes de ce genre. Donc dans les thèmes récurrents, on a la lutte entre le bien et le mal qui est un thème central dans beaucoup de récits de fantasy où le héros va devoir affronter des forces obscures pour protéger le monde ou réaliser une quête. Il y a aussi la quête héroïque, puisque du coup les personnages principaux vont entreprendre souvent un voyage périlleux pour accomplir un objectif noble ou récupérer un artefact puissant, etc. Souvent, il y a le voyage initiatique qui revient beaucoup. Les protagonistes vont traverser souvent des épreuves qui les transforment et les font évoluer en tant que héros. La magie, donc, qui est un élément essentiel de la fantasy. Elle peut prendre de nombreuses formes et être utilisée à des fins diverses. Et les mondes imaginaires, puisque les récits de fantasy se déroulent souvent dans des mondes fictifs remplis de créatures fantastiques, de paysages extraordinaires et de cultures uniques. En ce qui concerne les codes, on va souvent retrouver des créatures fantastiques comme des dragons, des elfes, des nains, des trolls et autres créatures mythiques, qui sont des éléments fréquents de la fantasy.
On peut retrouver des épées et de la sorcellerie avec des armes traditionnelles comme des épées, des arcs et des pouvoirs magiques. Souvent, il y a des prophéties aussi. Il y a beaucoup d'histoires de fantasy qui impliquent des prophéties ou des destinées préétablies qui guident les actions des personnages. Ou parfois, on peut même retrouver des conflits entre races, donc des tensions entre différentes races comme les elfes et les nains. Ça peut être un thème récurrent, tout comme les conflits entre les forces du bien et du mal. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais maintenant vous parler de tous les sous-genres de fantasy qui existent, car il y en a quand même un certain nombre. Donc on va commencer avec le plus connu, donc c'est la High Fantasy, qui est également connue sous le nom de fantasy épique. Donc ce sous-genre il se déroule généralement dans des mondes fantastiques entièrement inventés, peuplés de royaumes, de magiciens, de dragons, etc. Et donc on trouvera facilement des créatures très diverses comme des elfes, des nains, des gobelins, des trolls, mais dans un monde assez différent du nôtre où on va suivre les aventures d'une bande de héros, humains ou non d'ailleurs, qui vont mener une quête avec des enjeux très élevés. Donc la plupart du temps ça va être sauver le monde ou détruire un seigneur noir très puissant. Et on retrouve également très souvent les éléments suivants, donc une prophétie, un élu, des méchants. Et un exemple de high fantasy, ça peut être le Trône de Fer de George Martin. Il y a le second genre, sous-genre de fantasy, ça va être la low fantasy. Donc contrairement à la high fantasy, la low fantasy, elle se déroule dans des mondes inspirés du monde réel, mais où des éléments magiques interviennent. Donc ces récits ils mettent souvent en scène des protagonistes ordinaires qui vont être plongés dans des aventures extraordinaires. Donc un exemple populaire, ça va vraiment être Harry Potter de J.K. Rowling. Donc un troisième sous-genre, ça va être la dark fantasy. Donc ce sous-genre, il va mêler des éléments de fantasy, mais avec des thèmes très sombres, des atmosphères lugubres et des protagonistes ambigus, qui seraient même parfois des anti-héros. En fait, le ou les héros de l'histoire, ils sont rarement gentils. Les récits de dark fantasy explorent souvent des sujets tels que la violence, la corruption, le désespoir. Donc le Trône de Fer que j'ai cité plus haut peut aussi être considéré comme un exemple de dark fantasy. Un quatrième genre, ça peut être la heroic fantasy. Donc dans ce sous-genre, les héros sont courageux et souvent dotés de pouvoirs extraordinaires, et ils se lancent dans des quêtes périlleuses pour sauver le monde ou vaincre des forces maléfiques. Donc il ne s'agit plus ici d'un groupe, mais d'un héros unique, qui est souvent un être exceptionnel avec une particularité physique, mentale, psychologique, des pouvoirs, etc. Ensuite, un cinquième thème, ça va être la light fantasy ou fantasy burlesque. Donc ça, ce sous-genre de fantasy se caractérise par une atmosphère très légère, humoristique et parfois même parodique. Donc ça joue souvent sur les conventions du genre de la fantasy de manière comique. Et les personnages et les situations peuvent être exagérés ou absurdes. Donc un exemple populaire, ça va être le Disque Monde de Terry Pratchett. Donc c'est une série de romans qui se déroule dans un monde complètement plat, qui va être porté par 4 éléphants qui sont placés eux-mêmes sur le dos d'une tortue géante. Enfin, c'est quelque chose de complètement loufoque. Un autre genre, c'est la romantasy, ou la fantasy de romance. Donc ce sous-genre va mêler donc des éléments de romance et de fantasy, comme son nom l'indique. Et donc souvent, c'est des relations amoureuses entre des personnages fantastiques, comme des vampires, des loups-garous, des sorciers. Donc un exemple célèbre, c'est vraiment la série Twilight de Stephanie Meyer, qui va présenter donc une histoire d'amour entre humains et vampires. Ensuite, il y a aussi la fantasy animalière. Donc ce sous-genre, lui, va mettre en vedette des personnages qui sont animaux, souvent anthropomorphisés, c'est-à-dire des animaux qui vont être dotés de traits humains et de comportements similaires aux êtres humains. Souvent, ils peuvent être destinés à un public jeune ou jeune adulte. Et un exemple notable de fantasy animalière, c'est vraiment La Guerre des clans de Erin Hunter, là, qui est une série de livres qui met en scène des clans de chats sauvages. Enfin, on peut retrouver également comme sous-genre la fantasy mythique ou la fantasy féerique. Donc ces deux sous-genres explorent les mondes fantastiques inspirés par les mythologies et les contes de fées. Donc la fantasy mythique se concentre souvent sur des récits épiques qui mettent en scène des dieux, des héros, des créatures mythologiques, alors que la fantasy féerique se penche davantage sur des histoires de fées, de lutins et autres êtres magiques. Donc un exemple de fantasy mythique, c'est Percy Jackson de Rick Riordan. Par contre, en revanche, je n'ai pas trouvé d'exemple pour la fantasy féerique. Je vais maintenant passer à mes recommandations de livres de fantasy. Donc ma première recommandation, ça va être la trilogie H-Princesse de Laura Sébastien. Donc je vais commencer par vous en lire un extrait pour vous mettre un petit peu de l'eau à la bouche avant de vous la résumer et de vous donner mon avis. J'ai la rage au cœur, j'ai la faim au ventre, et je me promets que le jour viendra où je le verrai réduit en cendres.
Bon, déjà, cette citation annonce la couleur. Le livre H Princesse raconte l'histoire de Théodosia, qui est une princesse dont le pays, qui s'appelle Astrée, a été attaqué et conquis par le Kaiser Corbinian, qui est un tyran impitoyable. Et à l'âge de 6 ans, Théodosia a vu sa mère, la reine, donc se faire assassiner sous ses yeux, et elle a été réduite en esclavage et renommée Thora, et elle est forcée de vivre sous la domination du Kaiser. Donc 10 ans plus tard, Théodosia est maintenant appelée Thora et vit sous la tyrannie du roi, et elle va subir des tortures et son régime de terreur. Mais malgré cela, elle conserve en elle une rage vengeresse et un désir de reprendre son titre de princesse d'Astrée. Et lorsque le Kaiser lui ordonne d'exécuter son dernier allié, Théodosia réalise qu'elle ne peut plus ignorer sa soif de vengeance, et elle se lance alors dans une intrigue dangereuse où elle doit naviguer entre la séduction et les crimes de sang pour regagner son pouvoir et venger sa mère. Et elle est donc incapable de faire confiance à quiconque, et elle va découvrir jusqu'où elle est prête à aller pour atteindre ses objectifs et récupérer son trône. Donc je vais maintenant passer à mon avis. Donc H Princesse, c'est le premier tome d'une série, et il offre vraiment une immersion immédiate dans l'univers qui est tendu et dangereux, où la vie de Théodosia, qui est rebaptisée Thora, est soumise aux caprices d'un dictateur impitoyable. Donc je trouve que ça mélange assez habilement des éléments de dystopie avec une dimension de fantasy, grâce à la présence des pouvoirs magiques dans un monde fictif où les peuples d'Astrée et de Kalovaxi s'affrontent. Laura Sévastian évite quand même les clichés du genre en offrant une intrigue riche en complots, trahison et manipulation, et qui se déroule principalement au sein de la cour. Les personnages sont assez nuancés et complexes, le Kaiser est assez détestable et il aime asseoir son autorité par la terreur, et il y a des figures beaucoup plus ambivalentes comme Cress qui est prête à tout pour atteindre le pouvoir, même au pire. Bon, je vous dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Et il y a aussi des personnages très attachants comme Soren et Blaise qui portent chacun une dynamique à l'histoire. Donc Théodosia ou Thora, peu importe, est une héroïne qui évolue au fil du récit et qui montre vraiment une force de caractère assez remarquable malgré les épreuves qu'elle endure. Son cheminement vers la vengeance est assez poignant et le lecteur est vraiment transporté par ses émotions tout au long du récit, je trouve. Et personnellement, j'ai trouvé que l'auteur parvient vraiment à capter le lecteur grâce à une narration vraiment immersive. On ressent vraiment en fait toutes les émotions, la colère, la tristesse ou la satisfaction. Après, j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient qu'en fait, ils détestaient le personnage de Théodosia parce qu'elle était trop ambivalente, ce que je peux comprendre. Et également, j'ai vu d'autres critiques qui disaient que l'histoire mettait du temps à se mettre en place. C'est vrai que peut-être il manque un peu d'action, mais moi vraiment j'ai adoré ce roman. Je vous le conseille vraiment. Et donc ici, on est beaucoup plus, je pense, pour moi, je le caserais plutôt dans le sous-genre de la dark fantasy. Voilà, donc ma seconde recommandation de fantasy est plus connue, puisqu'il s'agit du Prince Cruel de Holly Black, dont on a beaucoup parlé sur TikTok. Dans le royaume de Terra Fae, Jude, qui est une humaine qui a été élevée parmi les Fae après avoir été enlevée pour affronter les moqueries et les insultes quotidiennes des habitants. Donc sous la tutelle de Madoc, qui est le grand général du roi et le père de sa grande sœur Vivienne, Jude va apprendre à se battre et à être maligne. Donc elle partage les leçons à l'école avec l'aristocratie et notamment le prince Cardan, qui méprise totalement les mortels et harcèle Jude et sa sœur Taryn. Donc les débuts à l'école ne se passent pas bien pour Jude et Taryn, qui sont constamment persécutés par Cardan et sa bande, et qui profitent de leur statut de mortels pour les humilier. Et alors que Taryn, elle, préfère se taire et rester beaucoup plus discrète, Jude, elle, préfère riposter et refuse de se laisser marcher sur les pieds. Et cette résistance attise grandement la haine de Cardan et alimente les tensions au sein de la cour. Donc elle est déterminée à gagner sa place à la cour et à reprendre le contrôle de sa vie. Elle décide donc de s'engager auprès du prince Dane, en espérant ainsi atteindre une position plus élevée et échapper aux tourments de Cardan et de ses acolytes. Elle accepte de participer donc au complot de la cour de Terra Fae en se lançant dans un jeu dangereux avec des alliances qui sont assez fragiles et des traîtres assez nombreux. Mais les machinations de la cour sont beaucoup plus complexes et dangereuses que Jude ne l'avait imaginé, et alors qu'elle se bat pour survivre dans ce monde impitoyable, elle doit faire face à des dilemmes moraux, des trahisons inattendues et des menaces de plus en plus graves. Et son désir de vengeance et de pouvoir la pousse à prendre des risques insensés, mettant sa vie et celle de ses proches en péril. Et c'est vraiment un univers où la magie et la politique se mêlent, et elle devra vraiment faire preuve d'intelligence et de courage et de détermination pour survivre et réaliser ses ambitions. Donc après avoir plongé dans cet univers, je dois avouer que je me suis demandé peut-être un peu où était l'intrigue au début et les rebondissements. Mais pourtant, du coup, l'action finit par arriver petit à petit.
Et l'intrigue se concentre sur deux personnages principaux, Jude et Cardan. Jude, elle est assez courageuse et déterminée malgré sa condition d'humaine dans un monde qui est dominé par les failles. Et elle se révèle être une protagoniste complexe et réaliste. Son avantage réside dans sa capacité à mentir qui lui permet en fait de manœuvrer intelligemment dans un monde où la duplicité règne. Et quant à Cardan, il incarne lui à la fois la cruauté et la vulnérabilité. Et j'ai trouvé que ce personnage était assez d'une profondeur assez fascinante. Et l'intrigue, elle prend vraiment son temps à se développer, comme je l'ai dit, mais une fois qu'elle est lancée, elle devient vraiment captivante et les complots et les retournements de situation tiennent vraiment en haleine. Et notamment lors du couronnement du nouveau roi. Il y aura un petit plot twist à la fin, je vous en dis pas plus bien sûr. En ce qui concerne la romance, elle se révèle légèrement au début, mais elle laisse présager des développements intéressants pour la suite. Sans vous spoiler plus, c'est vraiment dans du enemies to lover, et vraiment ça ajoute vraiment de la tension à l'histoire, et c'est un aspect que j'ai vraiment adoré, la romance dans ce livre. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que ce premier tome avait bien su poser les bases de l'histoire de manière efficace. Une fois que vous lisez le tome 1, vous êtes obligé de lire la suite. C'est vraiment un livre que je conseille. Et donc pareil, pour moi, je le caserais plus dans le côté dark romance. Donc enfin, ma troisième recommandation, c'est La légende des quatre de Cassandra O'Donnell. Donc ce premier tome, lui, va nous plonger dans un monde fascinant qui va être peuplé de yokai. Donc c'est des êtres métamorphes, mi-humains, mi-animaux. Et donc à travers les yeux de Mika, qui est un jeune garçon tigre de 6 ans, on va découvrir les tensions entre les 4 clans, donc des loups, des tigres, des serpents et des aigles. Et ces clans en fait coexistent dans une harmonie qui est assez fragile. Et lorsque l'adversité frappe, les jeunes héritiers des clans se retrouvent à devoir dévoiler la vérité cachée. Et ils vont devoir défier en fait les règles établies par les adultes pour maintenir la paix. Et dans ce monde où les interdits sont nombreux et où la guerre froide règne entre certains clans, les jeunes héritiers vont devoir faire preuve de clairvoyance pour éviter le chaos. Il y a Maya, qui est l'héritière du clan des loups, Bregan, qui est celui du clan des tigres, qui vont se retrouver au cœur de cette tension et vont essayer de concilier leur instinct et leur responsabilité envers la tribu. L'auteur, Cassandra O'Donnell, va nous offrir ici en fait un univers riche et captivant, où chaque clan a ses propres spécificités et des tensions internes. Et donc ce premier tome sert vraiment d'introduction à ce monde complexe qui va mettre en place les fondations pour les conflits à venir. Malgré un focus sur l'avancement de l'intrigue, j'espère que les prochains tomes exploreront quand même un peu plus les nuances de chaque tribu, parce que c'est un premier tome, donc le but c'est vraiment de poser les bases, mais du coup j'espère vraiment que les prochains tomes permettront de voir un peu plus dans chaque tribu. Le premier tome qui s'appelle Le Clan des Loups va nous plonger ici dans un univers qui est vraiment peuplé de métamorphes mi-humains, mi-animaux. Alors malgré quelques critiques que j'ai pu voir sur internet, qui pourraient être quelques défauts comme le manque d'exposition approfondie de l'univers et des personnages, ou une écriture qui est parfois jugée simple ou basique. Moi j'ai adoré personnellement ce roman. Même si du coup il se lit assez rapidement, je pense qu'il est quand même fait pour un public assez jeune. Mais donc certains vraiment regrettent le manque de développement du contexte de l'histoire et des caractéristiques des personnages. En revanche, moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé la dynamique de l'intrigue et en fait elle maintient vraiment l'intérêt du début à la fin. Les personnages, bon certains sont un peu caricaturaux, je l'admets, mais je les ai trouvés vraiment bien développés et l'évolution de leurs relations et de leurs pouvoirs particulier, ça permet vraiment des rebondissements. Mais donc malgré ces quelques défauts, pour moi le premier tome offre une lecture assez agréable, pleine de promesses pour les tomes suivants. J'ai vraiment adoré ce livre. Ma dernière recommandation donc c'est La Passe-Mémoire de Christelle Dabos. Alors en revanche, je ne vais pas vous faire une critique entière dessus comme j'ai pu faire pour les autres, parce qu'en fait je compte dédier un épisode entier à cette saga, parce que je vous avais demandé sur Instagram de me donner un livre que vous avez adoré et celui avec le plus de likes dans les commentaires. Je ferai une critique dessus, et donc c'est sur celui-là que c'est tombé, et ça tombe bien, je l'ai déjà lu, donc je le ferai. Mais pour l'instant, donc je le mets ici parce que pour moi c'est vraiment un livre que j'ai adoré en fantasy. Du coup je ne vais pas vous faire de critique pour l'instant, je vais me contenter de vous lire le synopsis pour vous donner un petit peu envie. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode, et surtout n'hésitez pas à partager vos propres expériences de lecture et vos recommandations dans les commentaires. D'ailleurs, dites-moi si vous avez lu un des livres dont je vous ai parlé et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à partager d'autres fantaisies que vous avez appréciées. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.
Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.